Cette Bonjour à conférence tous. va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous. Je vous remercie pour l'intérêt porté pour notre projet. Je vais brièvement me présenter. Je m'appelle Flora Araldi. Je suis ingénieure agronome. Je travaille au FIBEL, département suisse romande. Le FIBEL, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'Institut de recherche pour l'agriculture biologique qui se trouve en Suisse, mais aussi dans d'autres pays en Europe et notamment en France. On a la chance de travailler sur beaucoup de thématiques, des thématiques spécifiques comme l'arboriculture, le maraîchage, etc. Et des thématiques un peu plus transversales comme l'agroforesterie. Moi, je m'occupe d'arboriculture spécifiquement et je suis aussi co-coordinatrice de la thématique agroforesterie pour le FIBEL. On est deux à faire ça au sein de l'entreprise, une de mes collègues en Suisse alémanique et moi-même. Voilà. Si vous avez des questions spécifiques sur le FIBEL, vous n'hésitez pas à les poser par la suite ou à m'écrire, le cas échéant, si vous avez d'autres questions. Il faut savoir qu'on est un institut, une fondation à but non lucratif. On travaille par projet. Et puis là, en l'occurrence, le projet Biodivergé, il a été soutenu et il est encore soutenu par le canton de Vaud et BioVaud, qui sont les deux petits logos que j'ai mis en haut à côté du FIBEL. Et j'insiste sur le fait que la ferme Bio des Sapins, c'est vraiment eux les porteurs du projet. Ce sont les agriculteurs qui s'occupent fondamentalement de la parcelle. Et je tiens vraiment à les remercier tous les trois, mais spécifiquement la ferme Bio des Sapins, qui sans eux, le projet n'existerait pas. Voilà, je vais démarrer ma présentation, si ça va pour vous tous. Je vais vous présenter un petit peu plus dans les détails le biodivergé en lui-même. Puis ensuite, je passerai à une partie résultat, notamment l'analyse des qualités des sols, le suivi phytosanitaire et l'analyse technico-économique. Voici la parcelle en vision satellite. Donc le projet s'appelle Biodiverger. Pourquoi? On est parti sur une parcelle de qualité bio. On tend vers de la diversité et on est sur du verger parce qu'on reste dans un objectif de production, que ce soit une production fruitière qui reste la principale composante des deux vergers et aussi une production légumière. Sur le projet, on a deux parcelles qui sont assez distinctes, comme vous le voyez. Ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, ok, Oui, oui, on le voit, oui. merci. Ici, en jaune, on a la partie qu'on appelle le verger épicerie, qui est en fait inspirée de la permaculture. Alors, je vous dis tout de suite, je suis de loin pas une spécialiste de la permaculture, donc il ne faut pas trop me demander de détails sur cette partie-là. Et puis, je pense que la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ça reste la partie en noir, qui est un verger agroforestier en culture fruitière et légumière. Dans la partie agroforestière, qui est la composante la plus importante de la parcelle, on est sur 4400 mètres carrés, alors que la partie en permaculture, on est seulement sur 900 mètres carrés. On a combiné sous forme modulaire des cultures fruitières, donc on est sur de la pomme principalement, de la poire, de la prune et de la pêche, ainsi que des petits fruits. Vous voyez là au sommet en fait de la parcelle agroforestière, on a un carré en rouge qui est uniquement des petits fruits. Et puis les rectangles qui se trouvent en orange dans ma slide, ce sont les planches légumières. Donc en fait, on a entrecalé 3 planches légumières entre nos cultures fruitières. Les deux entourées roses, ce sont des haies. En fait, un peu de chaque partie du verger, on est un peu aux deux extrémités du verger. On a créé ces haies qui vont vous amener beaucoup de bénéfices que vous connaissez, qui sont la biodiversité, le brise-vent, etc. J'en passe. Donc voilà un peu pour vous dresser le tableau. Je rappelle les trois partenaires, donc DGAV, donc c'est le canton de Vaud en Suisse, hein, si jamais, et BioVaud, qui est une organisation membre de BioSuisse, donc la fédération des, des agriculteurs et des consommateurs bio pour la Suisse. Et en fait, BioVaud, c'est l'organisation membre pour le canton de Vaud. Le canton de Vaud possède la parcelle, il la possède toujours, donc c'est pour ça que c'est eux au départ qui ont financé le projet. Et à la fin des 10 ans, donc à partir de 2023, c'est BioVaud qui a pris le relais et qui nous finance à présent pour nous nos travaux le FIBEL et un petit soutien pour les travaux
les travaux administratifs qu'entreprend l'agriculteur. Le FIVOL, nous, on s'occupe de tout ce qui est suivi phytosanitaire, suivi technico-économique. La ferme des sapins, comme je vous ai dit, c'est vraiment le pilier du projet. C'est eux qui se sont occupés des plantations, qui s'occupent encore des plantations, qui s'occupent de l'entretien des cultures, qui s'occupent des récoltes et qui s'occupent, on en parlera par après, et c'est pas des moindres, c'est d'enregistrer toutes les activités qu'ils opèrent sur les parcelles. Voilà. J'ai pas parlé de la partie en permaculture, juste pour vous dresser un peu le tableau. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sauvage et non mécanisable en fait. On peut traverser le tout par des chemins, mais il n'y a pas un motoculteur enfin, ou une autre machine qui peut entrer en fait dans cette partie-là. On est sur quelque chose de beaucoup plus dense. On a essayé de tendre vers quelque chose qui va imiter la nature. Et puis, contrairement au verger agroforestier, où là, on est vraiment sur quelque chose où tout est mécanisable, on peut passer avec des machines de petite taille entre nos rangs, donc c'est quelque chose qui est plus rationnel au niveau des travaux que la partie en permaculture. Voilà. Je poursuis pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un peu frustrant de vous parler sans pouvoir vous montrer où est-ce qu'on est. Je vous ai mis quelques photos. Là, on est sur la partie en agroforesterie maraîchère. Donc là, vous voyez sur la première, on a une planche légumière avec des pêchers d'un côté et de l'autre côté, on est sur une rangée de haies. Sur la seconde photo ici, une seconde planche maraîchère, toujours avec une haie d'un côté et de l'autre côté, on est sur des pommiers. Et là, en fait, on est sur 2 rangées de pommiers et une bande fleurie assez, on va dire, assez âgée, qui est présente depuis quelques années sur le verger. Il y a également un petit nichoir là-haut qu'on peut voir. Ici aussi, on a des petits abris pour les abeilles sauvages. Donc voilà, on a vraiment essayé de tendre vers quelque chose de haut en biodiversité, mais toujours en gardant une certaine facilité pour les travaux. On est resté sur des rangées où on n'a que des fruitiers à pépins, que des fruitiers à noyaux, pour vraiment essayer d'optimiser les travaux, les traitements, euh, et pas que ça devienne trop compliqué non plus au niveau des récoltes. Néanmoins, sur une ligne, on n'a jamais une seule espèce ou plutôt une seule variété. On a toujours différentes variétés, parce que des fois on n'a que des pommiers, mais c'est des, des variétés qui sont différentes. Voilà. La partie en permaculture, donc vous voyez, c'est des images qui sont beaucoup plus denses. On est sur des images actuelles, donc les arbres sont plus ou moins grands parce qu'il y a quand même eu certains remplacements néanmoins, notamment les pêchers, j'y reviendrai. Et donc là, juste, vous voyez en fait sur la photo du bas, bah là c'est là où on peut opérer à l'intérieur de cette partie du verger, c'est vraiment un chemin. Donc là, pour y passer une machine, c'est impossible, comme je vous le disais. Voilà. Je poursuis. Sur le site où se trouve le biodiverger, donc c'est la partie en vert, noir, non pardon, c'est la partie en noir et jaune ici sur la photo satellite, hein. Cette photo date, mais néanmoins ça vous permet de comprendre un peu où est-ce qu'on se trouve. On a la chance de se trouver en face d'un verger bio classique et en face on a un verger en conventionnel. Alors, le verger bio classique, j'insiste là-dessus, c'est pas vraiment un verger bio classique comme on pourrait l'imaginer, c'est pas les plus simples en fait, parce que c'est un verger variétal où des espèces de pommes, poires et de plaques miniers qui sont un petit peu en train d'être mis sur le marché ou en fin de développement sont plantés sur cette parcelle-là. Donc on n'est pas non plus sur un verger monospécifique. Ce verger est également entretenu par la même ferme qui s'occupe du biodiverger. C'est le même gestionnaire. Donc, il a quand même un esprit de biodiversité. Sur cette parcelle, on trouve aussi des bandes fleuries, des arbres d'accompagnement, etc. Donc, on n'est pas vraiment sur un verger bio classique, mais néanmoins, c'est comme ça qu'on peut faire la comparaison avec un verger bio, on va dire plus classique néanmoins. Et en face, on est sur un verger conventionnel qui est géré par le service de vulgarisation
arboricole du canton de Vaud, qui s'appelle l'UFL, l'Union fruitière lémanique. Et eux, en fait, ils sont également dans une optique de plus en plus d'utiliser des produits alternatifs, de limiter les produits de synthèse. Ils opèrent également du désherbage mécanique. Donc, on n'est pas non plus sur un verger conventionnel intensif comme on pourrait l'imaginer. Et c'est non plus pas une seule variété de pommiers qui se trouve sur cette parcelle, bien que ce soit que des pommes. Voilà, pour vous dresser le tableau. Je vous ai mis un petit peu quelques principes de base qui ont permis d'initier le projet. En fait, je voulais insister sur l'importance du design parce que ce pourquoi a été créé le biodiverger, c'est que mes prédécesseurs se sont rendus compte que un verger bio classique, comme on le rencontre la plupart du temps, c'est de la monoculture et c'est souvent pauvre en biodiversité où c'est difficile de mettre en place des éléments de biodiversité et de l'allier avec de la monoculture. Donc là, nous, on a vraiment essayé d'amener de la diversité au niveau des cultures et de la biodiversité fonctionnelle au sein de notre parcelle. Pour que cela ait de la cohérence, on s'est aussi mis un cahier des charges au niveau de la diminution des intrants qui était plus restrictif que celui demandé par BioSuisse, qui est déjà passablement restrictif. C'est-à-dire que on est dans une région où on a très régulièrement des épisodes de grêle. On n'a pas mis de filet para-grêle. Au début du projet, on n'avait pas mis d'irrigation. Ça, j'y reviendrai, c'était une erreur, clairement, mais on ne l'avait pas fait. On s'était imposé de ne pas utiliser de cuivre. Avec des fruitiers à noyaux, c'est vraiment un gros défi, même avec des fruitiers à pépins qui n'ont pas toujours les résistances stablures qu'on l'on espère. Donc voilà, plusieurs choses sur lesquelles on s'était posé des bases et au cours du temps, on a pu revenir dessus, j'y reviendrai par après. Objectif aussi de diversifier les cultures parce qu'il est certain qu'avec les extrêmes climatiques qu'on rencontre de plus en plus fréquemment, on s'est bien rendu compte que pour optimiser en fait la rentabilité d'une parcelle, il fallait diversifier. On a eu la chance que l'agriculteur qui s'occupe de la parcelle soit maraîcher et arboriculteur. Donc lui, c'est clair qu'il avait les deux casquettes. Donc pour lui, c'était simple. Enfin, simple. C'était moins compliqué de se dire, je vais associer sur une parcelle de fruitiers des légumes. Un objectif aussi initial du projet, c'était d'optimiser le temps au travail parce qu'il est clair que les arboriculteurs présents aujourd'hui le savent mieux que moi. On passe énormément de temps pour le soin des cultures dans un verger. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir optimiser ce temps-là. Se rapprocher du consommateur, parce qu'il faut savoir que toutes les denrées qui ont été sorties du biodiverger ont été valorisées en vente directe. Donc soit auprès du marché à la ferme du producteur, soit dans des petites épiceries locales. Donc voilà, vraiment essayer de se rapprocher au maximum du consommateur. Aussi faire venir les consommateurs. Il y a plusieurs clients du marché qui ont visité le verger, qui étaient intéressés par ça et qui ont voulu le visiter. J'enchaîne sur le dernier point, donc vulgariser autour de ces systèmes. On a la chance d'avoir cette plateforme qui est vraiment une plateforme expérimentale. On a pu faire des erreurs, on a pu apprendre énormément. Donc c'est toujours très intéressant pour nous de faire visiter la parcelle et de faire venir les gens. Et on a beaucoup de personnes que ça a inspiré. On est assez content de ça. Voilà. J'insiste toujours sur le fait qu'on est sur une petite échelle. On est sur une parcelle qui au total fait que 5300 mètres carrés, donc c'est pas énorme. Et on est content en fait d'avoir commencé sur une parcelle assez faible et on le conseille aussi à ceux qui viennent le visiter, c'est de vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne en fait. Cette culture-là, ça fonctionne bien, cette culture-là, ça va pas du tout. Et ça permet un petit peu de se diriger vers un système qui est optimal. J'en ai fini pour la présentation du biodiverger. Ah non, pardon, j'ai encore une slide, c'est les objectifs. On a essayé un petit peu de chiffrer qu'est-ce qu'on se donnait comme objectif, notamment au niveau de la partie économique.
je vous mettrai en parallèle en fait ces chiffres-là à la fin avec les résultats qu'on a obtenus, mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée. On était sur des objectifs de 70% de fruits de table, donc c'est quand même quelque chose qui est assez haut. Un rendement financier pour la zone agroforestière inférieur au maximum à 20% par rapport aux chiffres agréés à FIBEL, marge brute. Donc en fait, ça c'est un registre qui, qui nous est à disposition en Suisse et qui permet de savoir que pour un hectare de pommes, en moyenne, on va toucher tant, ça va nous coûter tant. C'est un outil qui est vraiment très intéressant et qui nous permet de nous situer en fait par rapport à un verger de pommiers bio. Voilà, donc l'objectif était de 20% pour la zone agroforestière et était de 30% pour la zone permacole. Au niveau de la réduction de temps de travail, on s'était donné des sacrés objectifs, 30% sur 4 ans dans la zone agroforestière et 70% pardon, dans la zone en permaculture sur 6 ans. Donc c'est vraiment des hauts objectifs qu'on n'a même malheureusement pas pu tenir, mais j'y reviendrai après. Voilà, cette fois j'ai fini pour l'introduction. Je ne sais pas si on veut déjà faire une partie de questions maintenant ou si on fait tout à la fin. François, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de faire. On va plutôt enchaîner et puis on fait une question-discussion sur la fin. Ça joue, on fait comme ça, parfait. Alors, j'enchaîne avec les analyses des qualités des sols. Pour ces travaux-là, on a beaucoup misé sur des stagiaires. Vu qu'on n'avait pas le budget pour faire ces études-là, c'est toujours des stagiaires qui ont passé quelques mois avec nous et qui ont pu analyser les qualités du sol des différents vergers. Bien souvent, on a profité des 4 systèmes qui étaient en place, donc bioclassique, agroforesterie, verger épicerie, c'est la partie en permaculture, et le verger conventionnel. Donc ça nous donnait une bonne idée de comparaison par rapport au reste. On a fait des tests, on va dire visuels. Le test VES, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Visual Evaluation of Soil Structure, qui nous permet en fait, à la suite d'un test de bêche, de donner une note sur la structure du sol entre 1 et 5, à savoir que 1 c'est très bien et que 5 c'est très mauvais. Si jamais, je vous ai mis le lien vers le site progressol.ch qui vous donne accès à cet outil-là, qui est assez simple à réaliser et qui donne une bonne idée. Il y a des tests en laboratoire qui ont aussi pas mal été faits, notamment pour la matière organique, les éléments nutritifs. On a 2 stagiaires aussi qui se sont adonnés à faire des comptages de vers de terre. Alors ça, c'est un petit peu plus laborieux, mais ça donne quand même une bonne idée sur la présence, l'abondance et puis la qualité des présences de lombriciens dans nos sols. Voilà, là je vous ai donné un petit peu quelques clés si ça vous intéresse pour reproduire ça dans vos vergers. Je passe directement au résultat des VES, donc l'évaluation de la structure du sol. Voilà, typiquement là c'est l'échantillonnage, on prélève un carré de terre et puis on évalue en fait la qualité du sol, que ce soit la couleur, la friabilité, l'odeur également. C'est un petit peu plusieurs éléments sur lesquels on donne une note et on obtient une note moyenne. Sur les 2 photos ici, vous avez un numéro 1, donc un sol avec une structure de très bonne qualité. À côté là, vous avez un sol avec une note de numéro 3 qui est largement moins bon, et je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, c'est assez visuel. Donc les scores VES pour 2022 se trouvent en haut. Là, on a en bleu la zone du rang, donc sous le rang, et en orange la zone interrang. C'est assez intéressant de voir sur cette slide qu'en fait, on a une grosse différence entre l'interrang et le rang dans le verger conventionnel, qui est un petit peu moins forte déjà dans le bioclassique et qui s'estompe assez nettement en fait dans les 3 parties du biodiverger. Parce que là, en fait, on a séparé la partie en agroforesterie maraîchère, en agroforesterie arboricole et le verger épicerie. On a séparé les trois zones pour avoir une meilleure idée en fait de ce qui s'y passait. Une comparaison des VES entre 2020 et 2022, on voit que dans tous les systèmes, on a une amélioration. Donc là, on est assez content.
Ça veut dire que on ne fait pas du mauvais boulot, qu'on n'a pas trop tassé nos sols, que la structure reste bonne. C'est assez flagrant dans la zone maraîchère et dans la zone en conventionnel. L'arboriculteur l'agriculteur qui s'occupe du verger a vraiment essayé de minimiser son travail du sol dans les parties en culture maraîchère. Et même chose, dans la partie en conventionnel, les, les gestionnaires de la parcelle conventionnelle se sont équipés en outillage mécanique autour de 19-20. Donc on voit un peu les effets 3 ans après qui sont déjà visibles. Voilà pour la structure du sol. J'enchaîne avec les analyses des vers de terre, des lombriciens. Même chose, là, les études ont été faites en 2020 et 2022. On a les mêmes zonages qui ont été faits, agroforesterie, en arboriculture, en maraîchage, le verger épicerie, le bioclassique et le bioconventionnel. Le premier graphique qui se trouve en haut, c'est l'abondance, donc c'est le nombre d'individus par mètre carré qui a été comptabilisé. On se rend bien compte qu'en maraîchage, on a une population qui est plus faible. C'est quand même un endroit qui est beaucoup plus souvent travaillé. S'enchaînent plusieurs cultures de légumes par année sur nos planches, contrairement aux autres zones qui restent, qui sont pérennes et qui restent quasiment intouchées en profondeur, même de manière superficielle dans nos parties. Et le second graphique, c'est le poids des lombriciens en mètres carrés, toujours entre 2020 et 2022. On voit qu'en 2022, on a un poids qui est beaucoup plus important alors qu'on avait une abondance qui était un peu plus faible. Cela s'explique par le fait que 2022 était une année assez sèche. Donc on a nos lombriciens qui ont plutôt misé sur la survie plutôt que sur la reproduction. Donc on avait vraiment des gros individus, comme vous pouvez le voir sur la photo au-dessus. On était plutôt sur des gros individus qui s'étaient vraiment bien nourris et qui voulaient survivre, plutôt que sur une abondance de lombriciens qui était importante du fait de cette sécheresse. Voilà, de manière générale, on a des notes de structure qui sont bonnes et on a une bonne vie du sol. Donc pour nous, c'est des éléments qui sont assez favorables. On voit aussi qu'au cours du temps, on est stable, on oscille vers des choses qui sont intéressantes. Donc au niveau de notre structure et de notre vie du sol, on peut être assez content. Là, on est sur la matière organique. Même chose, on a des résultats qui sont satisfaisants en pourcentage de matière organique sur toutes les parties du verger, même la partie en conventionnel. On a la partie en agroforesterie maraîchère qui s'élève un petit peu par rapport aux autres, même si c'est léger. Cela, on peut l'expliquer du fait qu'on a pas mal de planktons qui arrivent avec leur presse-motte, donc pas mal de matière organique avec eux qui est présente. C'est une explication qu'on s'est faite. Voilà, on voit qu'au niveau de l'évolution de la matière organique, donc là on l'avait fait en 2013 avant la plantation, en 2015 et en 2020, on est sur un schéma qui nous convient bien. On est relativement stable dans la partie en agroforesterie et on est en nette augmentation dans la partie du verger épicerie, la partie permacole. Juste un petit graphique, ratio matière organique sur argile. On est tout dans le vert, tout au-dessus du ratio de 17. Donc voilà, relativement, c'est des résultats qui sont bons au niveau du sol. Je termine avec les éléments de réserve qu'on a pu calculer grâce à des laboratoires. D'une part, dans le verger agroforesterie, donc le phosphore, et puis dans le verger épicerie, pareil, on a les mêmes éléments de réserve qui ont été quantifiés et tous sont en augmentation ou relativement stables. Pour le magnésium ici, on est relativement stable dans la partie du verger épicerie. Et tout ça avec des apports annuels de fertilisants qui sont assez moindres, j'ai envie de dire. Dans la partie maraîchage du verger agroforestier, on est seulement sur 25 mètres cubes de mélange fumier-compost par année.
Dans la partie en arboriculture, sous le rang, on a 15 mètres cubes de compost et 35 mètres cubes de lisier aéré. Et dans le verger épicerie, on n'a aucun apport de fertilisant, hormis la matière organique produite sur place, c'est-à-dire que on va laisser un maximum les feuilles se décomposer. On va essayer de pratiquer ce qu'on appelle le chop and drop, donc tailler, couper fin et laisser sur place pour vraiment essayer d'enrichir notre sol de cette façon. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui fonctionne bien dans ce système-là. Voilà. J'ai fini pour le sol. Je passe au suivi phytosanitaire. Suivi phytosanitaire, c'est quelque chose qui a été fait depuis 2017 dans les deux parties du verger agroforestier, donc dans la partie agroforestière et dans la partie épicerie. Dans la partie épicerie, honnêtement, on a assez vite abandonné parce que c'était vraiment compliqué de pouvoir avoir des résultats parce qu'on a souvent une variété d'une espèce, alors que dans la partie en agroforesterie, on a plusieurs arbres, ça nous donne quand même une meilleure idée. On a en tout cas une dizaine d'arbres de la même espèce, même variété, alors que dans la partie en verger épicerie, on a beaucoup de variétés différentes, donc c'était difficile de faire un suivi phytosanitaire convenable. Donc on l'a gentiment abandonné, alors que dans la partie en agroforesterie, on le fait toujours. Ça veut dire qu'une fois par mois, entre mars et septembre, on va évaluer plusieurs critères au niveau de nos arbres, la vigueur, la charge en fruits, les symptômes de maladie qu'on observe, les symptômes de ravageurs qu'on observe, et aussi afin d'évaluer un petit peu mieux la population des insectes utiles. Ça fait que depuis 2020 qu'on a pu mettre ça en place. On fait des battages aussi de manière mensuelle pour un petit peu voir sur les pommiers, vu que c'est un petit peu la seule espèce qui est commune à nos différentes parties de verger. On fait des battages sur pommiers et puis ça nous permet de nous renseigner un petit peu sur la présence de notre biodiversité fonctionnelle. Je vais pas vous présenter des schémas parce que c'est un peu indigeste. On a tellement de variétés différentes que c'est pas joli en fait. Donc je préfère vous parler un petit peu des points forts et des points faibles suite à nos évaluations phytosanitaires. Je vais commencer par les points positifs. On a des maladies sur fruits à pépins qui sont relativement bien contrôlées avec des produits alternatifs. Néanmoins, et j'en ai déjà parlé, on avait essayé de travailler qu'avec du bicarbonate, peu de soufre. On avait travaillé avec des extraits végétaux. Et on a quand même dû se retourner vers le cuivre certaines années à forte pression. Typiquement 2021-2022, on avait des épisodes de pression tablure qui étaient tellement intenses et déjà des symptômes de tablure sur nos variétés qui étaient notées résistantes VF, qu'on a dû intervenir avec du cuivre lors de pics. En fait, on avait vraiment des rimes qui étaient intenses. On s'est dit, bah non, on va pas, on va pas mettre en péril en fait la santé de nos végétaux. On va quand même utiliser le cuivre, mais avec parcimonie en fait. On l'a utilisé ou ouais, je crois que c'est deux fois en 2021 et deux fois en 2022 pour contrecarrer en fait ces épisodes dangereux. Voilà. On a une bonne vigueur, une croissance et une production des arbres et arbustes qui sont bonnes. Des légumes aussi. J'insiste sur le fait qu'on n'avait pas d'eau au départ. Ça a été vraiment une erreur qu'on a faite. C'est qu'on a planté des jeunes arbres, on n'avait pas d'irrigation. On a planté des légumes, on n'avait pas d'irrigation. Donc c'était vraiment compliqué à gérer. Les étés en plus qui ont suivi 2013, ils étaient quand même relativement secs dans nos conditions. Et c'était intense en fait au niveau arrosage ponctuel pour le praticien parce que lui derrière il devait venir avec une boye pour arroser arbre par arbre, ses planches maraîchères également. Donc c'était vraiment un énorme travail. Et on a pu en fait en 2018, il y a eu des installations qui ont été faites sur le site. On a pu profiter et puis mettre en place des rampes d'arrosage, mais uniquement sur les légumes. Donc maintenant, on a des rampes d'arrosage sur nos planches légumières. On a quand même essayé d'aller au bout du truc et de se dire que les fruitiers, on les laissait se débrouiller et qu'on n'allait pas leur mettre de goutte à goutte ou d'asperceur.
Voilà, après ils avaient un âge aussi qui était, ils avaient 5 ans de manière générale, donc c'était déjà un peu plus simple. On était aussi parti sur des porte-greffes plus résistants. On était majoritairement sur du M7, donc un porte-greffe un peu plus vigoureux que ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans nos vergers. Voilà, juste pour la petite expérience. Bonne vigueur, bonne croissance de la majorité des arbres, sauf les pêchers. Clairement, dans nos conditions, faire du pêcher sans couverture, c'est quelque chose qui est très compliqué. On a un peu tout essayé avec nos produits alternatifs contre la cloque du pêcher. Il y a plusieurs essais qui ont été faits, avec l'hydroxyde de calcium notamment, des fermentations ou des coctions d'ail et d'oignons. On a un petit peu essayé d'aller vers différentes voies, mais on n'a jamais réussi en fait à contrecarrer la cloque. Et on a des arbres qui sont pas beaux et on a des récoltes qui sont maigres. Donc vraiment, le pêcher, c'est pas quelque chose vers lequel on va insister. À côté de ça, on a le prunier en fruitier à noyaux qui va super bien. On a des bonnes productions, sauf les années de gel. Donc on va plutôt se pencher vers ça comme fruitier à noyaux que le pêcher. Au niveau des ravageurs, on a vraiment une régulation très efficace des auxiliaires qui se créent. On n'utilise plus d'insecticides depuis 2018, donc ça c'est vraiment quelque chose dont on est assez fier. Ça veut dire que oui, on est plus tolérant que la moyenne, ça c'est clair, on accepte d'avoir d'avoir un peu plus de tâches. Enfin, on laisse un peu plus de temps en fait aux auxiliaires de réagir, c'est possible. Mais néanmoins, on a une très très bonne régulation qui se fait et ça, on est super content. À côté de ça, on a d'autres animaux qui nous embêtent un peu plus. On a beaucoup d'oiseaux. Faut savoir que le verger, il est vraiment situé en bordure d'un bosquet, donc on a énormément de corneilles qui viennent d'une part chasser nos rapaces qu'on aimerait favoriser, et d'autre part, on a pas mal de piqûres en fait de nos fruits qui sont là. On a depuis le début du projet un problème de campagnol. La parcelle était en prairie permanente avant qu'on plante. Et puis, c'est vrai que toujours dans un esprit de limiter les intrants, on s'était dit qu'on n'allait pas non plus vouloir tout destroyer et faire un énorme labour sur la parcelle. Donc, il y a juste un travail superficiel qui avait été fait. Et c'est vrai que les galeries des campagnols étaient là et j'ai l'impression qu'elles le sont toujours. Euh, et malheureusement, on aurait voulu compter sur l'hermine, mais on est sur un site où on a énormément de passages. C'est une école. Euh, il y a beaucoup de gens qui viennent s'y promener. C'est vrai que très souvent, quand on fait nos comptages, on rencontre un vélo ou un promeneur. On est là, oui, très bien. Donc on comprend mieux pourquoi l'hermine, elle vient pas s'installer dans notre verger, malheureusement. Alors qu'on avait mis tout ce qu'il fallait, les pierriers, les tas de bois, etc. On a essayé un petit peu de tout faire pour qu'elle se sente chez elle. Mais malheureusement, on n'a pas réussi. Voilà. Faut savoir que le problème campagnol est aussi très intense dans la partie verger conventionnelle qui se trouve voisine, en fait. J'ai fini pour le suivi phytosanitaire. Je passe à la partie analyse technico-économique. C'est pas moi directement qui m'occupe de traiter ces données-là. On a la chance d'avoir des économistes dans notre équipe et c'est eux qui s'en occupent. Donc je vais vous présenter les résultats, mais c'est pas moi qui les ai exploités. Je tiens quand même à vous dire ce qu'il en est. Au niveau de la collecte des données, comme je vous l'ai dit, c'est l'agriculteur qui remplit tous les jours son petit carnet avec qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a récolté, qu'est-ce qu'il a planté ici et l'autre. Donc c'est un énorme travail qu'il y a là derrière. Il différencie toujours quelle partie du verger est concernée, si c'est la partie en agroforesterie ou si c'est la partie en permaculture. La date, le temps alloué, la qualification de la main-d'œuvre, parce que c'est vrai qu'au niveau des registres, on différencie la main-d'œuvre qualifiée, les apprentis et le chef. Il faut savoir que le chef, ses heures de travail sont comptabilisées dans les résultats à venir, mais pas son revenu.
on est parti du principe que le revenu de l'agriculteur, il allait dépendre du bénéfice. Donc, on ne l'a pas pris en compte dans nos résultats, mais on l'a pris en compte à la fin pour voir un petit peu quel revenu il pouvait s'allouer en fonction du bénéfice. Voilà, j'insiste là-dessus. C'est la technique qui a été choisie par nos économistes. Il renseigne aussi la machine utilisée, donc ça nous permet un petit peu de savoir quel coût est engendré par l'utilisation de la machine. Le prix des semences ou des plants, le prix et la qualité vendue des denrées alimentaires. Là aussi, j'insiste sur le fait que les produits ont été vendus de manière très correcte, donc tout en vente directe. Et aussi sur le fait qu'on n'a pas eu à chercher les clients parce que la clientèle de l'agriculteur était déjà bien établie. Il avait déjà les petites épiceries locales avec lesquelles il fonctionnait. Il avait déjà son marché à la ferme qui était bien implanté. Donc c'est vrai qu'à ce niveau, on a vraiment pu tout bien vendre et tout écouler au niveau de la quantité produite. Tout a été vendu de manière correcte. Il nous renseigne aussi les plans de traitement avec les coûts des interventions pour qu'on puisse quantifier cela. Et ainsi, on arrive à calculer coûts de production, rendement, recettes, marge brute et bénéfices pour chaque partie du verger. Ça, c'est un petit peu pour vous donner une idée des coûts d'installation de chaque partie du verger. Donc, d'une part, vous avez le nombre d'heures qui a réellement été réalisé pour l'installation, hein, j'insiste là-dessus, que ce soit la préparation du sol, la plantation des arbres, la mise en place des éléments de biodiversité. Voilà, c'est un petit peu tout ça que ça reprend. Et puis, donc, ça correspond à la surface du verger en agroforesterie, donc 4400 mètres carrés. Et là, on l'a rapporté au niveau à l'hectare, en fait. Et même chose pour le verger épicerie. Donc ça, c'est pour les 900 mètres carrés. Et là, c'est pour l'hectare. Pareil au niveau des tarifs. Alors, je suis désolée, j'ai mis en francs suisses parce que c'était compliqué de le mettre en euros. Je ne savais pas trop sur quelle valeur je devais me tabler, si je devais me tabler sur 2013, sur 2015, sur 2024 maintenant. Donc voilà, je suis restée en francs suisses. Je vous laisserai faire la conversion qui vous plaît. Et puis voilà, ce qui est important de dire, c'est que c'est toujours difficile de faire des rapports à l'hectare, sachant qu'on est sur des petites parcelles, des petites surfaces, et qu'au final, les coûts engendrés, il y en a certains qui sont incompressibles. Faire venir une machine, que ce soit pour 900 mètres carrés, comme ça a été fait pour la partie en permaculture, ou que ce soit pour 20 hectares, le prix de la location, certes, il va varier, mais il y a quand même des coûts qui sont incompressibles. Donc, on est sur plus de 100 000 francs à l'hectare dans la partie en verger épicerie. C'est par ce fait qu'on est sur vraiment une petite surface. On a passé beaucoup de temps pour la formation du design. Il y a un permaculteur suisse qui est venu et qu'on a dû payer en fait pour ses conseils, pour qu'il nous dise un petit peu quelle était la meilleure façon d'implanter nos arbres. Ils ont créé ce qu'on appelle une swale. De nouveau, je ne suis pas spécialiste, c'est des termes permacoles. Je veux pas. Si quelqu'un s'y connaît mieux que moi, il a totalement le droit de me corriger. Mais l'idée, en fait, c'était d'avoir une butte en dessous de laquelle on avait un drain à verser qui allait recueillir les eaux pluviales qui allaient venir depuis l'amont vers le bas, vu que la parcelle est légèrement en pente. Et donc tout ça, ça a engendré des coûts qui étaient assez conséquents. Ils ont dû faire venir une rétropelle, il y a eu du matériel, etc. Et puis rien que le coût du permaculteur, c'était assez astronomique. Donc ça donne quelques pistes du pourquoi des 100 000 francs par hectare sur cette partie-là. Ensuite, je passe aux résultats sur les années de production de 2013 à 2023, en fait, sur les 10 ans. Là, en premier, on a la main-d'œuvre pour la partie agroforestière. À chaque fois, je vais avoir la partie agroforestière ou la partie épicerie. Ça sera noté de ce côté-là si jamais j'oublie de le préciser. Donc, on voit qu'au niveau de la quantité et du coût de main-d'œuvre, on a une jolie évolution, hein, c'est certain. J'aimerais juste préciser que, donc pour le premier graphique, hein,
Donc, j'aimerais juste préciser qu'au début, on avait très peu de temps qui était alloué aux récoltes et c'est à partir de 17 qu'on a vraiment commencé à avoir les récoltes qui ont été le premier poste en fait au niveau de la main d'œuvre, au niveau même 18, c'est plutôt l'année 18. Auparavant, c'était beaucoup de soins aux cultures, de plantation, de mise en place des éléments de biodiversité, l'entretien, le sol, etc. C'était plutôt ces postes-là. Et à partir de 2018, on a vraiment une balance et c'est là où les récoltes ont demandé le plus de temps et le plus de coûts en main-d'œuvre. Le tableau ci-dessous, en fait, on est parti sur des moyennes entre 2018 et 2023 parce on a estimé que 2018-2023, c'était un petit peu les années de production. On avait des arbres qui avaient entre 4 et 5 ans, donc on était sur quelque chose qui commençait à produire de manière correcte, et ça pouvait nous donner une idée en fait pour la production. Donc pour le verger agroforesterie, au niveau des heures par hectare, on est sur 733 heures par hectare qui sont allouées aux travaux différents, divers et variés. Le module arboricole en lui-même, si on enlève la partie maraîchère, on est sur 700 heures par hectare. Donc on se rend compte qu'à présent, c'est vraiment la partie arboricole qui nous demande beaucoup de travail, alors qu'avant, c'était la partie maraîchère qui nous en demandait le plus. Et si on se compare à notre référentiel, là, les marges brutes Agridea Feeble, en fait là on se compare à 1 hectare de pommes de table bio standard, on est dans les clous, quoi. On est clairement dans des chiffres qui sont proches, on est même un tout petit peu meilleur dans le module arboricole si on outrepasse la partie maraîchère. Donc on est content de ces résultats-là. Pour le module maraîchère, pareil, là on s'est comparé à autre chose, on s'est comparé à des microfermes, pardon. On a tout un référentiel qui ont été faits, et puis là on est sur du 0,42 heures par mètre carré pour notre module maraîcher, alors que notre référence elle est à 1,37 heures. Donc là de nouveau, là on a une très nette diminution du travail pour le module maraîchère. J'insiste sur le fait que dans la partie maraîchère, au vu de la croissance des arbres, de la bonne production, mais aussi c'est une direction que s'est donnée la ferme, c'était de se dire qu'on allait un petit peu limiter en fait la production maraîchère dans le verger et plutôt se tourner vers les fruitiers. Mais c'était aussi dans l'idée en fait du verger agroforestier, c'était de se dire qu'on se base sur une production de légumes dans un premier temps, le temps que les fruitiers passent à une bonne mise à fruit, et ensuite on se base plutôt sur une production fruitière. Là, on a les chiffres de production de produits d'exploitation, marge brute, bénéfice entre 16 et 23. Donc ça vous donne vraiment une bonne idée de la courbe et de la bonne progression en fait de la rentabilité de notre verger. On est passé dans le vert, donc on a passé la barre du zéro et du déficit à partir de 2017. Donc pour nous, c'était assez rapide en fait que ça arrive déjà à ce moment-là. On est arrivé à une année record en 2019. Ça a vraiment été la plus belle année depuis l'existence du verger. Et ensuite, on est passé sur quelque chose de relativement stable. Alors oui, on a des différences et on a quand même l'impression qu'il y a une certaine alternance qui se crée, mais on est toujours sur des résultats qui sont très bons pour notre arboriculteur. C'est des productions qui sont bonnes. Voilà, là je vous ai mis quelques chiffres en parallèle au niveau toujours du verger agroforestier. D'une part, pour la parcelle, donc toujours pour nos 4400 mètres carrés, on a la production. Alors nous, on travaille toujours en production kilo et production pièce, parce qu'on n'arrive pas à se dire, à convertir en fait une pièce de salade en kilo. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on a ces deux postes, c'est qu'on a kilo et pièce pour cette raison-là. Et puis à chaque fois, on les a transcrits à l'hectare théorique. Donc on se rend compte qu'au final,
avec tout ça, on a une affectation aux bénéfices en fonction des heures de travail du chef. Donc, si on estime, toujours là, on est sur des moyennes entre 18 et 23. Sur une moyenne d'heures de travail du chef à 143 heures, on est sur un revenu qui est de 60 francs, enfin de plus de 60 francs à l'heure. Donc, il est certain que là, on n'a pas pris en compte tout ce qui était frais annexes au niveau du chef, mais néanmoins, c'est quelque chose qui est relativement très élevé parce que nous, on s'était mis une barre plutôt des 35 francs, qui est plutôt la réalité de ce qu'on trouve. Voilà, donc des très bons résultats dans cette partie du verger. Là, de nouveau, on a comparé les marges brutes de référence. Donc, pour des pommes de table bio Fibel Agridea, on est sur du 28 000 francs à l'hectare en marge brute. Nous, sur le verger agroforestier, que ce soit partie maraîchère et partie arboricole confondue, on est déjà, enfin, on est équivalent, on est aussi sur du 28 000 francs. Et si on prend uniquement la partie arboricole, on est au-dessus. Donc on est très content. Pareil pour la partie maraîchage, on est sur quelque chose d'équivalent au standard trouvé dans les microfermes, tout en sachant que le standard trouvé aux microfermes, il mettait quasiment 3 fois plus de temps à l'heure. Donc on peut dire qu'on est très bon. Voilà. Je reprends mes objectifs que je vous ai montrés au début et je mets en parallèle les résultats qu'on a obtenus. On s'est établi un 70% au moins de fruits de table. On est sur une moyenne entre 2018 et 2023 de 87%. Donc on est au-delà de notre objectif, donc c'est positif. Au niveau du rendement financier, on voulait être au maximum inférieur à 20% par rapport au standard. On est même un peu plus supérieur. Non, c'est une erreur, c'est pas en 2019, c'est pour la moyenne 18-23. Il faut que j'enlève. Et au niveau du temps de travail, bah là, c'est ce que je vous disais au départ, on a été un petit peu trop ambitieux. Nos 30%, on n'y est pas. On est sur une réduction de 2% uniquement. Donc, c'est là où on pêche un petit peu. C'est vraiment qu'au niveau du temps de travail, bah, on n'a pas réussi à le diminuer suffisamment par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Le temps file, je vais passer un petit peu plus vite sur les résultats du verger épicerie qui nous intéressent un petit peu moins aujourd'hui. Au niveau de la quantité de main-d'œuvre, on est un petit peu plus faible que notre standard de pommes Fibel Agridea. On est sur du 682 alors qu'on est sur du 724 dans notre standard. On voit qu'au niveau des coûts de main-d'œuvre et des quantités d'heures de main-d'œuvre, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus en dents de scie et qui ne suit pas une jolie courbe comme la partie en agroforesterie. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remise en question de cette partie du verger. En 2018, par exemple, on a réalisé des nouvelles plantations parce qu'on se rendait compte qu'on avait trop peu de productivité. On s'était déjà rendu compte de cela. Donc, on a essayé de planter un petit peu plus, toujours en prenant en compte le fait qu'on n'avait pas un énorme budget et qu'on ne voulait pas exploser les quotas. Mais c'est vrai que au niveau de l'entretien, cette partie-là, elle demande quand même pas mal d'heures d'entretien, alors que nous, on voulait tendre vers quelque chose de non-agir. Donc, on n'est pas non plus arrivé à cela. Le produit d'exploitation, les coûts de production, la marge brute et le bénéfice pour le verger épicerie, entre 16 et 23, bah là, le tableau, il est un petit peu moins réjouissant. On a pu dégager du bénéfice uniquement en 2019 et à partir de 2019, pardon, et déjà en 2020, bah, on était en déficit. Donc c'est vraiment, ouais, c'est moins glorieux, on va dire. Et puis on n'arrive pas en fait à dégager suffisamment de produits d'exploitation par rapport aux coûts qui sont générés par cette partie-là du verger. Là, je vous ai mis en parallèle les coûts, enfin les productions à la parcelle et ceux par hectare théorique pour vous donner un petit peu une idée plus large. Et on se rend compte que sur notre moyenne 2018-2023, bah, on est sur de la perte. Clairement, là, l'agriculteur, il n'a pas été, on n'arrive pas du tout à payer l'agriculteur pour ses travaux qu'il a opérés sur cette partie-là.
De nouveau, je mets en parallèle les résultats et les objectifs. Les 70% au moins, les 70% pardon, au moins de fruits de table, ben, on les a pas atteints, on est sur du 64%. Le rendement financier inférieur au maximum à 30% par rapport à nos standards, ben, on est largement inférieur, on est sur du 94%. Donc là, on est vraiment mauvais. Sur le temps de travail qu'on aimerait aussi diminuer de 70%, là c'était vraiment très ambitieux, et ben là on est seulement sur 6%, donc là de nouveau on n'entre vraiment pas du tout dans les objectifs qui avaient été fixés au départ. Je suis sur mes conclusions. J'insiste sur le fait et c'est quelque chose qu'on a vraiment remarqué, que ce soit au niveau de la rentabilité, de la production, et que ce soit au niveau de la santé des végétaux, c'est les bonnes synergies entre les espèces qui étaient en place, que ce soit les espèces productives et non productives. Ça avait vraiment été un atout, en fait, pour notre verger. On en a parlé, c'était le besoin de revoir certains points, l'eau, le cuivre, la protection campagnole. On aurait clairement pu faire mieux sur ces points-là, être plus réactif au niveau de l'eau, être plus réactif au niveau du cuivre, et aussi pour le campagnol. Les avantages d'intégrer des légumes en production fruitière, bah, clairement, c'est nos légumes qui nous ont payé au début et qui ont permis aux arbres d'avoir le temps d'arriver à un stade de bonne production. Donc ça, c'est vraiment une très bonne complémentarité. On s'était aussi tourné vers des légumes qui rémunéraient bien au départ. On était parti sur des, des légumes porte-graines, parce que la semence, elle est assez bien valorisée. Dans la partie en agroforesterie, ben, on a quand même une mécanisation qui nous a permis de rationaliser toutes les activités. On pouvait à chaque fois passer les machines qu'on voulait au bon moment, donc ça c'est quand même un gros plus. Donc c'est vraiment des résultats qui sont encourageants dans cette partie du biodiverger. Le système permacole, bah, vous êtes bien rendu compte, on a beaucoup de choses à retravailler. Euh, c'est une zone en fait où on voulait vraiment, enfin, il y avait beaucoup d'énergie qui ont été mis au départ du projet à l'installation, et le but c'était d'en faire beaucoup moins par après. Bah, malheureusement, on a eu plusieurs aléas qui nous ont pas permis en fait de tendre vers cet objectif-là. Pour vous citer un exemple, on avait mis du BRF, c'était en 2017, pardon, du BRF qui avait été mis en 2017 sur la partie en permaculture. Sauf que le BRF, il avait été mal contrôlé, il était de mauvaise qualité, c'était des bois qui étaient trop épais. Donc ça a créé une énorme fin d'azote en fait dans notre verger, et ça a vraiment ralenti la croissance de tous nos végétaux. Même chose, on a eu une énorme attaque de limaces, je sais plus, je crois que c'était en 2016, qui nous a tout bouffé nos légumes. Donc, gentiment, en fait, on s'est rendu compte que dans la partie en permaculture, on ne pouvait pas travailler avec des cultures vivaces, et on est passé sur quasiment que des cultures pérennes. Donc ça a déjà été quelque chose qu'on a essayé de retravailler par après. Au niveau du personnel engagé, oui, ça c'est un point qui est super important. C'est ce que je disais en préambule à François, c'est que bah, la ferme des sapins, c'est eux qui portent le projet. Sans eux, il n'y a rien qui aurait été possible. C'est eux qui font tous les travaux, c'est eux qui ont... Enfin, moi, j'étais pas là au début du projet. La personne du canton de Vaud, elle est partie à la retraite. Donc, c'est vraiment eux qui sont là depuis le départ et qui portent le projet. Ça, c'est clair que sans eux, euh, et puis aussi nous renseigner toutes les données, c'est un boulot monstrueux qui nous produisent. Et ils font ça de manière excellente, quoi. On a très très peu de questions quand ils nous délivrent leurs résultats, quoi. Donc c'est vraiment très très chouette. La valorisation via les circuits courts, ça j'en ai déjà parlé, et les canaux déjà en place avec une clientèle fidèle aussi. Voilà, je crois que j'ai un peu dépassé, désolée. Et je vous laisse me poser vos questions, et juste si vous voulez plus d'informations, plus en détail, parce que là c'est vrai que c'était assez rapide et puis je parle vite, vous n'avez qu'à scanner ce QR code, ça vous dirige vers notre site Bioactualité sur lequel on a créé une page dédiée au biodiverger, où vous aurez une fiche technique des 10 ans, le rapport des 10 ans du projet avec tous les résultats qui nous sont à disposition.
Voilà, je vous laisse Merci. les questions. Merci Flore. Je vais arrêter l'enregistrement avant les questions peut-être.